Les médias occidentaux alimentent-ils le terrorisme en Afrique et au Sahel notamment? C'est le thème du forum de la semaine et nous en parlons avec Jules Domche. Il est journaliste, politologue. Il a écrit, publié aux éditions Aphrodite Média comme instrument de politique étrangère en Afrique, analyse de la guerre informationnelle. Merci Jules de rester avec nous pour la seconde partie. Merci Gilles. Jules Domche avec Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs vont nous rejoindre dans un instant via question WhatsApp plus 228 87 46 10 31. Si vous nous suivez en différé, n'oubliez pas de liker cette émission en même temps, le petit pouce. Et puis abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes en temps réel et partager cette émission pour porter loin la voix de l'Afrique qui gagne. Et pour cette seconde partie, nous allons premier revenir sur le paysage médiatique africain qui est totalement ouvert aux médias occidentaux, alors que les médias africains au même ont du mal à émerger. Jules Domche, vous aviez la parole. Oui, justement, j'étais en train d'expliquer que c'est une anomalie qu'il va falloir corriger, parce que vous ne pouvez pas avoir un espace et le laisser occupé par vos ennemis et penser que vous allez pouvoir changer les choses. Cette situation est tellement grave parce que je tiens à préciser que quand on parle des médias, il ne faut pas s'arrêter juste aux médias mainstream qu'on voit. Il faut y inclure effectivement les différents réseaux sociaux qui sont des instruments une fois de plus des autres. Il faut même y introduire le cinéma parce que l'une des choses avec laquelle on a réussi justement à créer ce mur de complexe qui sépare les Africains des autres peuples du monde, c'est effectivement le cinéma. La situation est tellement grave parce que nous n'avons même pas le pouvoir sur la distribution des médias en Afrique. Comme vous le savez, il y a des opérateurs historiques qui aujourd'hui opèrent à la fois par satellite et par la TNT et qui peuvent décider de quel type de médias vous allez recevoir dans vos pays. Et l'un des exemples dont je parle justement dans le livre, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale qui opposait alors l'ancien président Laurent Gbagbo à l'actuel président Alassane Ouattara. Un fait marquant qu'on n'a pas souvent suffisamment relayé, c'est qu'au plus fort de cette crise post-électorale, chacun des acteurs essayait justement d'utiliser ces instruments, en l'occurrence ces médias, pour faire entendre sa voix. La radio-télévision ivoirienne RTI, qui était la télévision publique et qui était sous l'emprise de Laurent Gbagbo et de son camp, essayait justement chaque jour de faire passer ces messages de propagande. Alors, sans qu'on ne comprenne pourquoi, sans que cela ne puisse se justifier, Canal+, qui était le distributeur des images naturellement en Côte d'Ivoire, a pris la décision unilatérale et curieuse de retirer la RTI de son bouquet. Ce qui est très grave, c'est que non seulement elle a retiré la RTI de son bouquet, ce qui aurait pu déjà, bien que grave, être acceptable, elle a décidé de remplacer la RTI par la TCI, qui était une télévision pirate produite, autant pour moi, par les pro-Ouattara. Et ça a changé totalement la donne, parce que justement, on est passé de la RTI, qui essayait de soutenir Gbagbo en disant que l'armée était en train de résister et repoussait les rebelles, à la TCI, qui disait que l'armée a totalement capitulé, les soutiens de Gbagbo ont totalement disparu, et c'est cela qui a permis que la mobilisation populaire que menait par exemple Blé Goudé ne puisse plus avoir l'effet, et l'armée française a eu la voie libre pour bombarder et capturer l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous voyez l'incidence que ne pas contrôler ces instruments peuvent avoir sur le devenir d'un pays. Vous êtes d'accord avec moi que si les autorités ivoiriennes avaient la capacité effectivement de décider quel type de médias on peut diffuser et qui s'occupe justement de la distribution, on aurait pu éviter ce genre de catastrophe. Donc vous voyez très bien que on ne peut pas, si on n'a pas le contrôle sur ces instruments-là, si on n'a pas nos propres instruments, avoir un narratif qui corresponde à nos intérêts. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'avoir un narratif qui correspond à nos intérêts. Vous nous invitez, quand vous invitez l'ambassadeur, vous connaissez un peu ses positions. Si vous m'invitez, vous connaissez un peu mes positions. Je pense que c'est parce que vous savez que ces positions-là correspondent à la ligne éditoriale que vous vous êtes donnée à New World, que vous vous permettez de nous inviter. Donc, c'est exactement la même chose qui se fait dans ces autres médias-là.
Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de travailler pour l'émergence de grands groupes de médias? Mon ami a parlé de cinéma. Qu'il me permette de dire un mot. Le cinéma doit être porteur de la culture d'un pays. Quand vous regardez un film américain, c'est le western, c'est un film d'espionnage, c'est un film de guerre genre Rambo, où l'américain il sort toujours victorieux. Vous regardez un film chinois, c'est dans la même lignée. Les films hindous, leurs danses, leurs chansons, leurs croyances sont mises en valeur. Mais en Afrique, c'est quoi le cinéma? Moi, je crois que le cinéma africain, il faut l'annuler. Les grands producteurs de films en Afrique noire ici, c'est qui? C'est nos voisins, le Nigeria, le Ghana. Le thème est le même. C'est-à-dire qu'il y a un pauvre type au village qui souffre trop, et parce qu'il y a les sorciers, et puis il y a un pasteur qui arrive en robe longue, il prend la Bible, Holy Ghost, fire, fire, et puis les sorciers sont dispersés. Pourquoi? Pour tuer la culture africaine, pour montrer que les Africains ne sont capables de rien, et que c'est le Holy Ghost et le fire seuls qui sont en mesure. Et la conséquence, c'est quoi? Tout le monde devient, j'ai déjà dit que les gens deviennent de plus en plus religieux, alors qu'ils ont des comportements qui contredisent ne serait-ce que les 10 commandements de la Bible, mais ils sont religieux, ils se prennent même plus religieux que le pape. Donc le cinéma, il est très important, mais il faudrait qu'on change de cinéma, qu'on arrête ces nègreries où on voit Satan partout. Dans nos croyances, il n'y a pas Satan. C'est les Blancs, c'est les chrétiens qui ont amené Satan. Chez moi, il n'y a pas Satan. Donc, ça, de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des médias, Est-ce que le micro était allumé? Oui. Ouais. Le micro n'était même pas allumé, c'est grave. Je disais donc que les films africains doivent travailler à promouvoir la culture africaine. C'est pas avoir partout Satan et quand un petit pasteur analphabète vient, Satan disparaît et lui est victorieux. Les hindous font les films pour promouvoir leur culture, leurs chansons, leurs danses, leur religion. Les Américains en font autant, c'est normal. Les Français, les Anglais, ils font autant. Les Chinois, c'est normal. Je trouve ça normal. Maintenant, nous, les Africains, on fait le contraire. On fait tout ce qui peut dénigrer notre culture et c'est contre ça qu'il faut lutter. Ceci dit, pour les médias. Mais Gilles, tu sais, il faut d'abord convaincre les gens de l'utilité de maîtriser un média. Parce que s'ils ne sont pas convaincus, ça ne peut pas aller. Regardez, il y a eu Africa numéro 1. Ils sont où aujourd'hui? Voilà un média qui avait fait beaucoup de travail, qui avait beaucoup travaillé donc, et qui avait suscité beaucoup d'espoir, en tout cas dans le cœur de ceux qui aiment l'Afrique et veulent promouvoir l'image de l'Afrique. Mais Africa numéro 1, je ne sais même pas si ça existe encore. Hein. Voilà. Aujourd'hui, quand tu veux regarder des médias, bon, il faut regarder, aller au Cameroun, voir Afrique Média. Hein, et où les gens s'expriment librement. Ils ne sont pas tenus comme les journalistes de LCI d'annoncer, d'écrire ce que tel ou tel oligarque veut qu'on écrive sur la guerre en Ukraine. Vous allez faire des jaloux pour ne pas donner... Pardon? Vous allez faire... Oui, mais il y a des médias où on parle librement, il y a d'autres où on est payé pour cacher la vérité. Tout le monde le sait. Donc... Vous allez faire des jaloux à Vox Africa? Non, Vox, naturellement, quand j'ai cité Afrique Média, je n'avais même pas fini ma liste. J'allais dire Vox Africa, et pourquoi pas? Mais je suis où actuellement en train de parler aussi librement? Je suis à New World quand même. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais ce n'est pas facile pour ces médias, parce que vous allez voir que tout est fait par les médias dominants pour les freiner. Moi, j'admire le courage de Paul Biya d'avoir laissé Afrique Média s'installer au Cameroun. J'admire le courage des autorités togolaises d'avoir laissé la liberté à New World de s'exprimer. C'est vrai, sur les mêmes antennes ici, il y a d'autres qui viennent chanter l'apologie de la France, ce qui est une bonne chose. À chacun, si tu es un noir et tu ne comprends pas que quand un blanc te domine, c'est pas bon, c'est pas à moi de te l'expliquer. Viens chanter l'apologie de la France. Nous, on veut l'amitié avec la France entre pays souverain. Voilà ce que nous voulons. Alors, nous allons commencer par relayer les messages des téléspectateurs. Le premier, je vais à Tabligo, c'est au Togo. C'est Martin qui nous écrit. Bonjour plateau, bonjour les invités. Juste savoir si vous pouviez nous orienter vers certaines chaînes, enfin nous indiquer les chaînes moins bonnes et les chaînes intéressantes à suivre ce qui se passe réellement comme information. Jules Domti, vous avez du pain sur la planche. C'est un exercice très difficile, mais je vais commencer par prêcher par ma propre chapelle, sinon je serais incohérent. Moi, à Vox Africa, on essaye de faire un travail digne
de ceux qui aiment l'Afrique. D'ailleurs, nous disons que nous sommes la voix d'une Afrique fière et notre vision, c'est justement la restauration de la dignité africaine. Mais il y a effectivement d'autres médias avec des tons certainement différents qui peuvent permettre effectivement à un moment donné de comprendre un certain nombre de choses. On est sur New World, on va leur demander, c'est déjà bien qu'ils regardent New World parce que justement la parole est libérée, enfin moi de ce que je vois et de ce que je suis en train de vivre en direct sur le plateau. Au-delà de ça, vous avez plusieurs Africains aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux pour donner un autre son de cloche. Vous voyez par exemple le travail extraordinaire que fait Alain Foka avec ses chroniques, qui sont des choses qui permettent effectivement de comprendre les enjeux et surtout les jeux qui structurent la scène internationale. Donc la liste n'est pas exhaustive. J'ai parlé de Nathalie Yam tout à l'heure qui fait également des chroniques. Vous avez également des gens comme Kémy Séba. On n'est pas tous obligés d'être d'accord. Il faut qu'on se dise que dans cette lutte-là, on n'est pas tous d'accord sur tous les sujets, mais on a le même objectif. Et c'est ce que je dis souvent. Il faudrait que nous autres Africains, on évite le piège de la division, parce que l'une des choses qui arrive souvent, c'est essayer de nous opposer les uns et les autres. Non, moi je suis totalement contre cela. Chacun fait ce qu'il a à faire avec ses moyens, avec justement ses convictions, avec sa dynamique, et on a besoin de tout le monde. Un seul média ne pourra pas régler l'immense problème auquel le paysage médiatique africain est confronté. Il faut, et justement, l'une des choses, c'est qu'il faudrait que les médias africains apprennent aussi à travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose qui nous fait... Et à produire du contenu de qualité aussi. Hein, parce que... C'est l'une des raisons aussi de ma présence ici à Niamey, parce que j'ai commencé... À Lomé, hein. À Lomé, autant pour moi. Bon, l'actualité oblige, c'est un lapsus que vous me pardonnerez. J'ai commencé des discussions justement avec les autorités de New World, parce que nous sommes en train de travailler justement pour une sorte de joint venture, pour mettre New World et Vox Africa ensemble pour travailler sur des projets spécifiques. Donc ça, c'est l'une des choses qui pourra permettre de compenser le retard et le déficit que peuvent connaître certaines initiatives africaines. Parce que, contrairement aux autres, ces médias dont on parle, c'est essentiellement des privés. Comment vous voulez que moi, qui suis Vox Africa, qui est un média exclusivement financé par des fonds privés, puisse faire la concurrence avec BBC dont le budget est comparable à celui de certains États africains. Justement, qu'est-ce qui fait que les médias nationaux, généralement, sont Mais je vous explique très simplement. Parents pauvres malheureusement, dans la plupart de nos États, les télévisions publiques pensent à tort qu'ils sont au service du président de la République et de son camp. Ils croient qu'ils sont là pour servir le gouvernement, et certains chefs d'État font justement cette erreur d'utiliser ces médias-là juste comme des instruments pour faire leur propagande. Ouais. Alors qu'il faudrait effectivement transformer ces médias-là en véritables instruments pour pouvoir communiquer avec son opinion publique. Et je ne sais pas si on se comprend. Vous pouvez maintenant avoir des médias internes qui vont s'intéresser à l'actualité interne, mais vous devez pouvoir aujourd'hui, avec le monde qui est tellement poreux, il est clairement établi aujourd'hui qu'il n'y a plus de frontières, avoir des médias qui puissent aller au-delà pour vendre votre position sur la scène internationale. Et on fait souvent un procès qui est compliqué à l'Afrique, c'est que l'Afrique, malheureusement, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est une kyrielle d'États totalement différents des uns et des autres, avec des langues différentes, des cultures différentes. C'est le fruit, malheureusement, de la colonisation. Et nous n'arrivons pas jusqu'aujourd'hui à nous unir parce que les autres travaillent effectivement à nous diviser, parce qu'ils savent très bien que le jour où l'Afrique va pouvoir parler d'une seule voix, ce sera la fin de l'impérialisme. Il a dit que les télévisions d'État sont au service exclusif du président de la République. C'est vrai, c'était vrai, d'autant plus vrai au temps des partis uniques. Maintenant, l'étau se dessert. Je crois que les gens, les journalistes que nous sommes, doivent quand même avoir le courage de s'exprimer. On ne va quand même pas poursuivre un journaliste parce qu'il a dit tel mot ou tel... chose de... Non, il y a encore des pays où des j'ai entendu quelqu'un m'accuser d'abus de liberté d'expression. Ça veut dire que les gens s'auto-censurent. Il y a ça. Maintenant, je ne peux pas sortir de ça sans dire un mot. Vous avez cité des panafricanistes, vraiment des géants. C'est ceux-là, je les appelle des géants. Quand tu prends Kémy Séba, Nathalie Yamb, c'est une icône, Nathalie Yamb. Son nom seul fait frémir à l'Élysée. La preuve, on lui a dit, tu ne passes plus sur ce territoire. Ok. Mais quand tu prends Alain Foka,
Mais ce type, quand je l'écoute, c'est que je ne peux pas m'arrêter de l'écouter. Je crois que les chroniques d'Alain Foka doivent être enseignées ou diffusées dans nos établissements scolaires, du moins à partir du niveau terminal jusqu'à l'université. Parce que, même dans nos universités, la jeunesse sur laquelle nous comptons, mais elle est très peu informée. Il y a beaucoup de choses qu'elle ignore et les intellectuels tarés, comme les appelait comment tu l'appelles, Guérikou, risquent de les entraîner de plus en plus dans le gouffre de l'ignorance. Alain Foka fait un travail mais incroyable. Autant j'admire le courage de Lyon, de Kémy Séba, j'admire le courage de Lyon et de Buffle, de cette dame très frêle qu'est Nathalie Yamb. Mais autant je souhaiterais que le travail de Alain Foka soit plus connu. C'est pourquoi. J'ajoute le courage aussi d'un certain Kekewe Sugoyou. Je sais de quoi je parle. Donc, ces gens comme Alain Foka, comme Nathalie, comme Kémy Séba, même notre compatriote Egunchi, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais c'est des gens qui contribuent à leur manière à réveiller la jeunesse africaine. Moi, je crois que New World aurait intérêt à inviter ces gens-là de temps à autre ici pour qu'ils viennent nous édifier nous-mêmes. Parce que nous, on est au pays où on parle. Eux, ils sont à l'extérieur, ils ont plus d'éléments de comparaison que nous qui sommes au pays. Mon ami qui est là-bas et qui travaille à Londres, il a plus d'éléments de comparaison pour parler des médias, de leur influence positive ou négative, selon qu'on se place du côté du colon, du colonisé ou du colonisateur. Non, c'est très important. Et je voudrais ajouter, Gilles. Ah, vous allez prendre le temps des téléspectateurs. Oui, je pense que c'est important. Juste en 2 secondes, il faut qu'on soit observateur. Il faut qu'on soit très observateur. Pour vous démontrer comment est-ce qu'on a exporté le terrorisme dans le Sahel, vous vous rendez compte que depuis quelques années, on n'entend plus d'attaques terroristes en Occident, comme par hasard. Ouais. À un moment donné, c'était la France, c'était la Grande-Bretagne. Il y avait des attaques terroristes presque chaque fois. Ça a disparu comme par enchantement. En fait, on a offert un nouveau terrain de jeu aux terroristes qui est l'Afrique. Il y a une sorte de gentle agreement qui semble avoir été conclu dans le dos de l'Afrique et contre l'Afrique. C'est pour cela que le terrorisme s'est déporté aussi aisément en Afrique. En réalité, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils réclament? Personne, je mets au défi qui peut nous expliquer clairement c'est quoi le but. On a du mal à savoir parce qu'on est perdu entre les mouvements Touareg, les mouvements de l'Azawad, entre AQMI, entre le JIM, on est totalement perdu. Boko Haram et tout ça, on est totalement perdu. Il faut savoir que la perception du terroriste ou du terrorisme varie en fonction des intérêts. Quand on se rappelle qu'au départ, quand il y avait la guerre en Afghanistan et que c'était les Russes qui étaient contre les talibans, les Américains appelaient les talibans les combattants de la liberté. Quand la situation s'est inversée, ce sont ces talibans qui sont devenus des terroristes. En réalité, on joue avec nous. C'est pour ça qu'il faudrait que nous arrêtons d'être incrédules et que nous faisions preuve d'attention et que nous observons. Quand il y a un attentat en France, c'est le scandale mondial. Oui. Mais tous les jours en Afrique, nous allons pleurer là sur place. Le coup des terroristes. Donc, c'est un réel problème auquel il faut qu'on s'attaque. Et ça, qui fait ça? Ce sont les médias. Si on vous dit aujourd'hui que quelqu'un a poignardé quelqu'un à Londres avec un couteau, ça va faire la une de tous les journaux et ça va devenir quelque chose. Mais demandez-vous combien de personnes sont mortes au Mali, au Niger, au Burkina Faso depuis le début, mais on nous a habitués à cela, que c'est devenu banal. Ouais, aujourd'hui, les attaques terroristes sont devenues banales pour nous autres, ce qui est totalement anormal. Un mot avant les téléspectateurs, excusez-moi, mais vous avez dit que depuis que les Occidentaux ont donné gratis l'Afrique aux terroristes pour tuer qui ils veulent, exploiter qui ils veulent, il n'y a plus d'attentats en Occident. Mais depuis que la France n'a plus les moyens de protéger ses enfants chéris terroristes, ben, ils ont menacé qu'ils vont retourner faire des attentats en France et en Suède. C'est parce que la France ne peut plus leur donner ici la protection gratuite large qu'elle leur donnait. Maintenant, quand un attentat est commis à Paris, il a fallu l'attentat de Charlie Hebdo pour qu'on voit comment un chef d'État africain pleure. Donc, on les a vus défiler, on les a vus pleurer. Mais quand les terroristes tuent les Maliens, les journaux français jubilent.
Est-ce que vous vous imaginez, après Charlie Hebdo, un journal, une télévision en Afrique qui chantait l'éloge des terroristes de Charlie Hebdo, mais ils auraient fait atterrir, sauter la légion sur ce pays pour l'anéantir. Donc les chefs d'État pleureurs africains là, ils n'ont qu'à réserver un peu de larmes pour leurs propres concitoyens. On retourne aux téléspectateurs, ça tombe bien, je vais à Garoua, chez Jules Domche, c'est le Cameroun. Significa nous écrit, Significa Robert. Je tiens à remercier New World TV pour l'effort qu'ils font. Ils font comprendre au monde entier que les médias occidentaux sont des réseaux qui déforment les informations au profit malsain de la destruction de nos pays africains. Merci encore et beaucoup de courage aux panélistes pour l'éclairage des téléspectateurs de Neo TV. Merci beaucoup à notre ami camerounais. Je reviens ici sur le message de qui? De Émile. Bonjour aux panélistes du Forum New TV. Merci pour la présence sur le plateau du journaliste de Vox Africa, Jules Domche, que j'apprécie beaucoup. Ah bah Jules, vous êtes apprécié. Hein. Au sujet des médias occidentaux, l'ambassadeur a parfaitement raison. On doit les fermer tous en Afrique, car celui que tu écoutes te contrôle. Non seulement il nous intoxique, mais mène contre les médias locaux une concurrence déloyale. Pour preuve, nos entreprises ont commencé à diffuser leurs publications sur ces chaînes. C'est la colonisation qui continue. Que nos gouvernants prennent leurs responsabilités. Pour finir, l'ambassadeur est une tête bien pensante qui mérite d'être nommé ministre. Alors, surveillons le prochain gouvernement. Hein? Non, on peut faire beaucoup de choses pour son pays sans être ministre. Nous nous focalisons trop sur les ministres. C'est pourquoi quand ça ne va pas, on les charge de tous les maux, alors qu'ils sont des humains comme nous et ils se battent pour faire du mieux qu'ils peuvent. On peut aider son pays, on peut travailler pour son pays sans être ministre, sans être PDG, sans être ceci, sans être cela. Si au bas de l'échelle, je peux être utile au Togo, je vous dis que j'y serai et avec plaisir. D'ailleurs, je suis retraité, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire d'un retraité encore dans ces affaires. Laissez-moi tranquille. Bonjour bonjour Gilles, bonjour à mon papa Kegwe Sogoyou et votre invité de Vox Africa, Jules Domche. C'est un journaliste que j'aime bien par ses analyses. Bonne émission, c'est Fabrice Yomi qui nous écrit du Niger, de Niamey au Niger. Ils sont très très nombreux nos téléspectateurs. Je voudrais prendre un message du Bénin maintenant. Il est long, c'est Louis Betchoui qui nous écrit depuis Porto-Nouveau. Bonjour Gilles, merci beaucoup aux invités, vraiment. Ils sont à la hauteur du débat. Je salue mon cher journaliste Domche Jules et mon papa l'ambassadeur. Nous sommes à la croisée des chemins et l'Afrique doit prendre ses responsabilités pour son indépendance et son développement. Je souhaiterais que nos États coupent tous les médias occidentaux. Il y va fort là, lui. Les aides financières et surtout les activités de certaines ONG qui veulent nous maintenir dans le développement. Ces médias occidentaux font l'apologie de tous les vices. C'est vraiment dommage. Gloire et victoire à l'Afrique. C'est Louis Betchevi depuis Porto Novo. Merci et bon dimanche à tous. Jules Domche, dans votre document, donc vous avez parlé aussi du financement des médias occidentaux. Mais en Afrique, comment peut-on articuler un modèle économique pour que l'État appuie aussi les entreprises privées de presse comme Vox Africa? Je présume que c'est pas aussi aisé pour vous. Hein. Non, c'est pas aisé. Ce qui fait notre force, c'est que nous n'avons pas créé cet instrument pour attendre un quelconque gain. Nous, la chance que nous avons à Vox Africa, c'est que les principaux investisseurs ont d'autres moyens de gagner l'argent et le média est vraiment dans une logique de combat. C'est pour porter une vision. Et nous avons fait le choix, que certains nous ont d'ailleurs reproché, d'être exclusivement un média privé. On a eu des propositions de certains dirigeants, je vais peut-être pas les citer, qui voulaient effectivement, parce que malheureusement, beaucoup de chefs d'État africains pensent qu'il faut que le média leur appartienne forcément. Et nous avons... Ceux qui ont tenté ce jeu sont morts en chemin. Voilà, c'est très compliqué, parce que, vous savez... les médias ont une responsabilité. Les dirigeants passent, le média reste. Si vous vous vendez à un dirigeant, vous partez forcément avec lui. Donc, généralement, si vous voulez vraiment servir le continent, il vaut mieux se tenir à l'écart des dirigeants.
pas être contre eux, parce que l'ambassadeur l'a très bien dit. On nous a appris à détester nos dirigeants. Ils sont pas tous mauvais. Il y en a qui sont vraiment des cancres. Il y en a qui sont, si vous voulez, des véritables racures. Là aussi, je vais pas citer, mais ils existent. Mais il y en a aussi qui sont peut-être très discrets, mais qui font des choses aussi importantes dans la lutte pour l'Afrique. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. La réalité, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on veut aujourd'hui que l'Afrique ait ses propres instruments, il faut mettre de l'argent. Le danger quand ce sont les États ou les dirigeants qui mettent de l'argent, c'est que malheureusement, souvent, ils ont envie de contrôler derrière et ils ont envie que le média devienne leur instrument, ce qui est une erreur. Il faudrait effectivement trouver des mécanismes, et ces mécanismes-là existent. On n'a pas le temps dans l'émission pour revenir là-dessus. J'en parle effectivement dans le livre des possibilités, mais il faut absolument éviter de régler un problème en créant un autre. Parce que si les médias doivent devenir les propriétés des chefs d'État africains, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et l'autre chose qui est très importante, c'est déjà faire un travail de régulation. Le téléspectateur tout à l'heure a parlé d'une concurrence déloyale. Vous ne pouvez pas être sur un marché qui est votre marché, qui vous appartient, et que vous, à New York, vous soyez obligé de faire la concurrence avec des médias qui ne payent pas des impôts au Togo, qui n'emploie pas forcément des gens au Togo, mais qui en plus vient prendre le peu de recettes publicitaires que vous pouvez espérer au Togo. Et c'est un problème qui n'existe pas seulement en Afrique, ça existe partout dans le monde. En France même, il y a eu ce débat entre les chaînes publiques qui reçoivent la redevance audiovisuelle et les chaînes privées. Et à l'époque de Sarkozy, une loi avait justement été prise pour interdire la publicité sur les télévisions du secteur public à une certaine heure pour favoriser effectivement l'émergence des médias privés. C'est un modèle qu'on peut, pourquoi pas, comme on aime tellement copier ici en Afrique, pour dire justement que la publicité doit être réservée en priorité et obliger ces entreprises qui gagnent de l'argent ici à faire en priorité leur publicité sur des médias locaux. Ça peut déjà être un début de solution, mais il y a des kyrielles de pistes de solutions qu'il faut pouvoir développer pour permettre que les médias que nous sommes en train de saluer aujourd'hui puissent vraiment faire de la concurrence. Je vous ai dit tantôt, et je vous donne une anecdote pour vous raconter, je faisais une conférence, je crois, à Sciences Po Paris, et il y a une jeune étudiante qui me dit, mais pourquoi on ne voit pas les journalistes de Vox Africa au front quand il y a la guerre et tout, etc. J'ai ri, je lui ai dit, j'aime beaucoup l'Afrique, mais je ne suis pas suicidaire. Je ne vais pas envoyer mes journalistes aller se faire massacrer sur le terrain parce que pour aller couvrir la guerre, parce qu'elle avait pris l'exemple de France 24, je dis non, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la plupart des images de guerre que vous voyez de France 24, leur sont fournies par l'armée française. Et comme c'est eux qui font la guerre presque partout là, c'est plus facile pour eux d'avoir les images. Et quand ils emmènent un journaliste, le journaliste est protégé par l'armée française. Moi aujourd'hui, en tant que journaliste de Vox Africa, si je demande à l'armée française de vouloir faire un reportage dans l'une des bases militaires françaises, elle ne va jamais me l'accorder. Si je leur dis que je vais aller couvrir la guerre qu'ils sont en train de faire contre le terrorisme, entre guillemets, dans le Sahel, ils ne vont jamais me l'accorder. Donc, vous voyez très bien que du fait du complexe, nos États leur ont déroulé le tapis rouge. Ces médias ont pignon sur rue. Quand vous arrivez dans nos aéroports, dans nos hôtels, c'est par ces médias. Mais justement. Et plusieurs dirigeants africains continuent à croire que tant qu'ils n'ont pas parlé à ces médias-là, ils ne sont pas écoutés. Or, ce qu'ils oublient, c'est que si vous décidez, en tant que président du Togo, puisqu'on est au Togo aujourd'hui, d'aller donner une interview exclusive à France 24 au lieu de la donner à New World ou à Vox Africa, vous contribuez à renforcer France 24 et à affaiblir New World et Vox Africa. Ce sont des exemples concrets qui peuvent permettre de régler ce problème. Si on ne brise pas ce mur de complexe, parce que ce qui rend un média fort, c'est justement l'impact qu'on lui donne dans la société. Vous n'allez jamais imaginer qu'un président français va réserver une sortie exclusive à un média allemand. Ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'en Afrique que vous allez voir les dirigeants aller faire des grandes déclarations sur France 24 ou sur RFI alors qu'ils ont leur propre chaîne nationale. Ils snobent ces chaînes-là et snobent par la même occasion les journalistes qui y travaillent. Et vous vous plaignez après que les médias africains soient marginalisés. Non, la marginalisation commence à ce niveau-là. Oui, je crois qu'il y a des chefs d'État quand même qui ont commencé à comprendre. Bien sûr. Cette année, nous tous, c'est avec plaisir
que nous avons constaté que le chef de l'État du Togo a donné une interview exclusive à une télévision togolaise et il se fait que c'est la télévision Newell et il se fait que le journaliste vedette de l'interview n'est autre que notre ami Gilles Bokor. Donc je suis sûr que ces exemples vont se multiplier. Oui, ça va se multiplier. On l'a vu aussi avec le capitaine Ibrahim Traoré. Avec les journalistes burkinabés. Voilà. Et je souhaite que les ministres emboîtent le pas au chef d'État. Parce qu'il y a des ministres qui se croient plus précieux que les chefs d'État. Et tant qu'il n'a pas vu RFI ou France 24, il se dit que ce n'est pas la peine de parler. Donc tous ces responsables doivent contribuer à donner de l'importance aux médias de leur pays. On retourne aux téléspectateurs. Maglibé Machatom nous écrit depuis les pieds des monts Barbassa. Salut Gilles, salut le plateau. Le sujet d'aujourd'hui nous amène à penser indépendante tous azimuts. Le système scolaire, le système judiciaire, l'organisation sociale, économique, tout doit être formaté. Heureusement, sur le plan communication, nous avons des médias panafricanistes comme New World. Je vous prierai de retirer, je ne vais pas donner le nom, sur le bouquet New World. C'est pas Machatom qui nous écrit. En fait, le but c'est que les Africains comprennent. Et je suis content parce que le travail qu'on fait ne se perd pas. Le travail que nous essayons de faire à Vox Africa depuis plusieurs années, aujourd'hui avec New World, avec justement les gens dont on a cité tout à l'heure, n'est pas inutile. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une réelle prise de conscience. Et c'est très bien qu'il parle effectivement du système éducatif, parce que c'est vers ça qu'il faut commencer, l'éducation. Parce que le gros problème dont nous souffrons aujourd'hui, c'est un problème d'ignorance. Et le seul moyen de vaincre l'ignorance, c'est l'éducation. Et je vais profiter pour parler justement du groupe Mansa, que nous avons mis sur pied avec Alain Foka, qui a ce groupe, autant pour moi, pour ambition de s'attaquer justement à tous ces dogmes-là, de s'attaquer au système politique, de s'attaquer à l'éducation, de s'attaquer aux cultures et aux valeurs. Parce que malheureusement, la première chose que les colons ont fait, c'était de détruire tout ce que nous avions avant, de nous amener à avoir honte de nous-mêmes. Je veux peut-être vous choquer en vous disant que l'ancienne version de l'hymne national de mon pays, le Cameroun, on disait au Cameroun, berceau de nos ancêtres, toi qui autrefois vécu dans la barbarie, peu à peu tu es en train de sortir de ta sauvagerie. Je ne sais pas s'il y a plus violent que ça. C'est-à-dire qu'on nous amenait à reconnaître que nous étions des barbares et que la colonisation était venue nous sortir de notre sauvagerie. Et vous voyez que ce sont des choses comme ça qui ont... Est-ce que le même... on va dire, la même autoflagellation ne continue pas dans la religion quand on considère nos aïeux, nos grands-parents comme des fétichistes, bien entendu, des parias. Le colon, quelqu'un prend souvent l'image, il dit le colon est venu avec la Bible et il nous a appris à prier en fermant les yeux, sauf que quand nous avons ouvert les yeux, il avait pris toutes nos terres et nos richesses. Je crois que c'est Julius Nyerere qui l'a dit. La religion a servi effectivement d'opium du peuple et continue aujourd'hui de servir d'opium du peuple. C'est des sujets dont il faudra un jour forcément s'attaquer. Mais, comme je le dis toujours, le problème est à l'intérieur de notre cerveau en réalité. C'est pour cela que la première décolonisation, ceux qui ont le plus besoin d'être décolonisés aujourd'hui, ce sont encore les cerveaux des Africains. Parce que malheureusement, le mal a été tellement profond que ceux qui défendent, parfois de manière totalement inconsciente, l'impérialisme aujourd'hui, ce sont encore certains Africains. Donc, il y a un travail énorme à faire. Mais c'est curieux, non, qu'un pays dont l'hymne appelle à abreuver les sillons avec le sang impur, lui n'est pas barbare. C'est les Camerounais assis tranquillement là-bas chez eux qui sont des barbares. Alors, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ce n'est pas la barbarie, c'est la civilisation, le nec plus ultra de la civilisation. Vous voyez, l'Africain doit se libérer lui-même. Moi, je ne sais pas quand les gens entendent des choses, comment ils les utilisent. On dirait que, mais ils ne poussent pas plus loin la réflexion. Donc, vous parliez de la religion. Aujourd'hui, c'est la drogue la plus vendue, la religion. Tout le monde est drogué à la religion, surtout chez les Noirs. En Europe, pendant qu'on est en train de vendre des églises dans lesquelles les gens ouvrent des librairies, ils ouvrent des restaurants, ils ouvrent même des boîtes de nuit en Europe. Mais aujourd'hui, dans tous les quartiers, il y a 2 ou 3... C'est le phénomène inverse. Et quand un ministre courageux, quand un ministre ou un directeur courageux dit mettons fin à la pagaille des églises à tous les coins de rue, mais c'est lui que les gens sont en train de diaboliser. Mais est-ce que ça ne va pas passer par
passer par la sensibilisation plutôt. Oui, il faut sensibiliser, mais qu'est-ce que tu veux? La sensibilisation, ce serait de dire à quelqu'un que Dieu n'existe pas ou bien il a tort de croire en Dieu. On lui a mis ça, c'est dans ses chromosomes. Alors... Bonjour et félicitations à tous, monsieur l'ambassadeur Kegewe, Gilles Boko et Jules Domche. Grâce à votre plateau, nous apprenons mieux la politique france-africaine. Le président de la République devrait décorer l'ambassadeur. Waouh! Kegewe pour la promotion de la liberté d'expression au Togo. C'est Modeste qui nous écrit depuis Liverpool. Merci beaucoup. Nous recevons des messages de partout. De Liverpool, je vais parler de la France maintenant. Je vous présente ce message de la France. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Gilles, c'est Christophe depuis la France. Waouh! Aujourd'hui, vous avez fait fort. Quelle fierté de suivre sur un même plateau les analystes Jules Domche et Kegewe Sogoyou. Vous me motivez davantage à suivre New World depuis dimanche. Merci beaucoup de votre participation à notre émission. De la France, on va maintenant en Côte d'Ivoire. Bonjour New World TV, moi c'est Kindo Amidou. Je suis à San Pedro en Côte d'Ivoire. Vraiment très ravi de vous suivre. Vous faites la fierté d'Afrique. Chez moi, vous êtes les meilleurs en Afrique. Toutes mes félicitations à vous tous. Merci beaucoup pour votre message. Le Mali, non, Ghana, 233. Non? Oui. Bonjour, je vous remercie vraiment les deux invités aujourd'hui. Ils connaissent bien les stratégies de l'Occident. Je me demande si c'est possible. Nos deux invités peuvent organiser une caravane panafricaine pour sensibiliser la population qui ne comprend rien de ces éléments. Ce journaliste écrivain doit être envoyé aux universités panafricaines pour sensibiliser les jeunes. C'est Kofi Djessou qui nous écrit du Ghana. Jules Domche, on vous envoie dans les campus. Oui, je veux rassurer ces téléspectateurs, c'est dans nos projets, c'est dans nos programmes. Je vous parlais tout à l'heure du groupe Mansa que nous avons mis sur pied avec Alain Foka et d'autres Africains, Gilles Ataï, Maître Fatoumata Sidibé Diarra du Mali, etc. Et justement, nous avons conscience que c'est dans les universités que nous devons commencer. Et si on reste sur le thème de la religion, notre campagne d'évangélisation. Nous allons essayer d'aller justement évangéliser nos jeunes frères justement à l'idéologie africaine, à la dignité africaine, à la liberté de l'Afrique. C'est vraiment un travail fondamental. Et ces messages nous font plaisir parce que c'est le but du jeu. Si on vient sur ces plateaux, c'est parce qu'on veut partager ces éléments avec justement le public et que ce soit reçu aussi positivement, ça nous fait plaisir et ça nous encourage. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent doivent savoir que il n'y a pas des gens qui doivent travailler pendant que d'autres restent spectateurs. C'est une affaire de tous. Si on veut vraiment libérer ce continent, il faudrait que nous tous, nous soyons capables de mettre la main à la pâte. Où qu'on soit, on n'est jamais assez petit parce qu'il y a des gens qui vont dire moi qu'est-ce que je peux faire? Non, quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut contribuer, chacun à sa manière, à faire changer les choses. Et ça, c'est la clé. Il ne faudrait pas qu'on continue à penser qu'il y a un horizon messianique qui va arriver, il y a un Messie qui va venir et qui va nous libérer. Non, c'est pas possible. C'est nous et rien que nous qui pouvons le faire. Et comme je dis, le premier responsable de la situation de l'Afrique aujourd'hui, c'est encore les Africains. Comme je l'ai dit quelque part, le fait qu'on ait connu l'esclavage, qu'on ait subi la colonisation, ça, il n'y a pas de débat. C'est connu, c'est su. Toute la manipulation qu'on ne connaissait pas, aujourd'hui, on peut le savoir. Donc on n'a plus d'excuses. Il n'y a plus aucune raison de ne pas prendre notre destin en main et de ne pas décider d'agir. Ce serait purement et simplement de la lâcheté. Nous avons reçu un message de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Bonjour Niwad, bonjour à tous, monsieur l'ambassadeur, vous êtes bien accompagné. Merci à vous. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes mon idole. Merci. C'est Adji qui nous a écrit de Pointe-Noire. Adji? Oui. Mais c'est un lamba? De Côte d'Ivoire encore, bonjour Niwad Forum, merci à l'ambassadeur. On a
attend avec beaucoup d'impatience votre livre. Il aura plusieurs prix internationaux. Tous les médias occidentaux doivent être bannis en Afrique, à commencer par leur bouquet, bon je donne pas le nom, qui fait la promotion des terroristes et des LGBT. L'Union africaine doit créer des chaînes panafricaines avec des langues africaines pour sensibiliser, informer et cultiver la population africaine. Un message qui nous est venu de Côte d'Ivoire. Je repars en Grande-Bretagne. Que nous dit le message? Il est un peu long. On va l'attaquer. Bonjour Niro TV. Le plateau, c'est Joe. Depuis le Royaume-Uni, Écosse. Les médias occidentaux sont bel et bien le porte-parole des terroristes. La guerre est avant tout communicationnelle. L'exemple est le traitement de l'information de la guerre russo-ukrainienne, où l'Ukraine a déjà vaincu la Russie. Au contraire, les attaques terroristes contre l'armée du Liptaglo mouvements sont célébrés sur certaines chaînes. En outre, il y avait un rapport de Facebook qui accusait l'armée française d'avoir créé des faux comptes pour diffuser des propagandes en Afrique. L'Afrique a un retard sur la guerre informationnelle et ce retard doit être rattrapé par les élites informées comme les invités de ce forum. Les invités doivent être aussi sélectionnés et exclure certains comme celui de, je ne vais pas donner le nom, en Europe où il y a la soi-disant démocratie. RT est fermé et les invités contraints au narratif de la guerre. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que les invités qui ne parlent pas le narratif... Les invités sont obligés d'avoir le narratif occidental. Merci beaucoup pour votre contribution. Richard Tagba nous a écrit de Kara. Richard, ça fait un moment, j'espère que vous êtes en forme. Bonjour le plateau. Richard Tagba depuis Kara au Togo, c'est une évidence que l'hégémonie que les Occidentaux veulent asseoir de façon pérenne en Afrique passe par tous les moyens. Les médias sont les moyens les plus efficaces à cet effet, en relayant les messages des dirigeants occidentaux, surtout lorsqu'on sait qu'il y a des médias d'État et même privés qui travaillent à la solde des dirigeants. La question reste aussi de savoir comment les médias africains devraient-ils travailler pour restaurer véritablement l'image de l'Afrique en montrant qu'elle n'est pas ce qu'elle pense d'elle. Oui, enfin on en a un peu parlé, mais je voudrais revenir un peu brièvement parce que le téléspectateur précédent a parlé de la guerre en Ukraine et la guerre en Ukraine, effectivement, que mène la Russie. Et c'est pour vous montrer comment la manipulation est très forte. Quand vous suivez les médias occidentaux, vous avez l'impression d'avoir totalement perdu la boule parce que on essaye de vous dire que l'Ukraine va gagner la guerre ou que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'on était en train de jouer à qui perd gagne? C'est-à-dire, voilà un pays qui est totalement détruit, qui a tout perdu, dont la population est débandante en Europe. Et on essaye de vous expliquer que c'est elle qui a gagné la guerre. Je veux dire, à moins de prendre des gens pour ce qu'ils ne sont pas, on ne peut pas tenir ce genre de discours. Mais on le fait justement parce qu'on est dans une logique de diabolisation de la Russie. Parce qu'on a très bien compris que l'Afrique, pour s'en sortir, a besoin de diversification, de partenariat. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes encore aujourd'hui très faibles. Ne serait-ce que dans le domaine de l'armement, nous sommes totalement faibles. L'un des cas les plus patents, c'est celui de la République centrafricaine. Si ce n'était pas la Russie, cet État n'existerait pratiquement plus aujourd'hui, parce que la France faisait du chantage au Kalachnikov, au président Touadéra, parce que ce n'était pas le président que la France souhaitait avoir aux affaires. Comme par hasard, dès que Touadéra est venu, la France, sans avoir averti le président Touadéra, a décidé de quitter la République centrafricaine avec sa force sangariste. On imagine très bien quel est le plan qui était derrière. Donc, s'il n'y avait pas la possibilité de se retourner vers les Russes, la RCA aurait tous les problèmes. Mais je tiens à préciser, ayant dit ceci, qu'il faut faire très attention. Le but de ce combat n'est pas de changer de maître. Parce que les Russes ne sont pas forcément mieux ou différents. C'est juste que quand vous êtes dans une position de conflit et que le rapport de force vous est défavorable, vous êtes obligé de vous appuyer un allié fort pour pouvoir rivaliser. C'est très important. Donc aujourd'hui,
c'est normal que la France essaye de diaboliser la Russie. J'ai été amusé quand j'ai entendu le président Macron traiter la Russie de néocolonialiste. Je dis juste que enfin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, c'est aux dirigeants africains d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Et je compte vraiment sur cette nouvelle génération qu'on est en train de voir poindre à l'horizon pour négocier des partenariats qui ne mettent plus l'Afrique à mal. Parce que c'est de ça qu'il est question. Comment quelqu'un comme la Russie qui n'a jamais colonisé personne peut devenir néocolon. Il faut avoir colonisé pour aller à la néocolonisation. Mais là n'est pas le sujet. Vous savez, les médias occidentaux, puisqu'on parlait de la guerre d'Ukraine, mais il y avait quand même des voix dissonantes. Florian Philippot, Maria Galacteros, dans une certaine mesure, Ségolène Royal. Et Ségolène Royal, qui quand même n'est pas n'importe qui, essayait d'attirer juste l'attention des médias français sur leurs abus de langage, sur leurs abus de mensonges. Mais elle a été, la Ségolène, elle a été diabolisée, elle a dû pratiquement se dédire. Mais tenez-vous bien, je crois que c'était juste hier, il y a quelqu'un, j'oublie son nom, c'est pas n'importe qui dit que l'Occident, l'OTAN est à bout de munitions. Que si aujourd'hui il y a une guerre, la France ne tiendrait pas une semaine avec les munitions qu'elle a. Bon, Poutine, il est intelligent. Il les a laissés finir leurs armements en Ukraine. Et aujourd'hui, si Poutine veut, il va ramasser l'Ukraine comme une tortue qu'on a trouvée dans un fourré. Et en plus, il peut ramasser tous les autres pays environnants qui n'ont même pas de quoi se défendre. Mais salut New World, pourquoi vous invitez vous invitez aussi les terroristes, vous n'invitez pas aussi les terroristes sur le plateau, hein? Si l'on connaît. Alors on va on va terminer donc notre plateau du jour. Est-ce que je peux prendre ce message? Il est très très long. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. C'est Kodjové qui nous écrit du Bénin. Merci beaucoup à tout le panel. Bon retour à toi Gilles. Merci beaucoup. Mon salut chaleureux à mon pépé international. Sogoyou, je salue aussi Jules Domché. Pourquoi la France n'aime pas rapatrier ses troupes? Les troupes françaises auront-elles des difficultés à retourner en France? Est-ce que les militaires français sont-ils vraiment des soldats français, du fait que la France a toujours des difficultés quand il s'agit de son renvoi du Mali, du Burkina et maintenant du Niger, qui sont en réalité les soldats français en mission pour lutter contre le terrorisme en Afrique? Voilà encore les tenues des combats burkinabés retrouvés à l'ambassade de France au Niger. Ça a circulé cette information, en tout cas, rumeur ou pas. Pourquoi aussi les médias français n'aiment pas parler du financement et du financeur du djihadisme en Afrique? C'est Kodjové qui nous écrit. Vous avez 30 secondes pour conclure. J'allais répondre à ça en disant que pourquoi les soldats français sont devenus sans domicile fixe. Rappelons-nous que pendant la guerre d'Algérie, des généraux français en Algérie ont voulu organiser un coup d'État en France. Macron craint son coup d'État. Parce que ces militaires qui étaient en Afrique, qui voient la réalité qui n'a rien à voir avec ce que leurs fameux médias racontent, se retournent aujourd'hui à Paris, mais ils vont renverser Macron. Merci. Je pense pas qu'on est là. Il faut bien comprendre pourquoi cette présence militaire est indispensable en Afrique. C'est pour le contrôle des ressources. Parce que, comme vous le savez, les ressources sont discutées. Si vous n'êtes pas là, ceux qui sont présents vont prendre. C'est pour ça qu'ils combattent la Russie. Aujourd'hui, pour ce qui est du Sahel... Pourquoi les troupes françaises en Afrique? Ça fait le thème d'une belle émission. Oui, justement. On va pas déflorer l'uranium, je termine par là. Vous savez qu'il y a le transsahélien pour transporter le gaz. Aujourd'hui, où ils n'ont plus accès au gaz russe et que les États-Unis les contraignent au gaz de schiste, qui n'est pas un gaz de bonne qualité, si vous n'avez pas une réelle présence militaire dans les zones où il y a des ressources, vous êtes totalement perdu à l'avance. C'est pour ça que vous verrez que malgré tout ce qu'on va faire, on va chasser la France, ils vont se déplacer, ils vont jamais accepter de rentrer. Je crois que la prochaine destination après le Niger, ce sera probablement le Tchad. Merci. En tout cas, nous arrivons à la fin de notre forum. Merci aux téléspectateurs pour leur contribution. C'est Akles Opinion qui a assuré la réalisation. J'étais très heureux de vous retrouver. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.